Salut les petits clous, petite vidéo aujourd'hui qui ne sera pas véritablement une chronique de disques mais quelque chose d'un petit peu particulier. Je vais vous parler de disques qu'on a tous dans nos discothèques, des disques dont on a honte, des disques dont on se dit mais qu'est-ce que j'ai été acheter cette horreur. Bref, je vais vous parler d'une liste de 10 disques dont j'aurais jamais dû faire l'acquisition. Et on va pouvoir parler comme ça autour de ça, des manières de dépister comme ça ces achats tout pourris qu'on peut faire en essayant de les éviter si possible. Donc on va étudier 10 cas très différents les uns des autres avec un tout petit peu de métal mais aussi pas mal d'artistes très reconnus et qui ont aussi fait des trucs pas géniaux, quoi. Alors, premier extrait. Ah ah, ça commence fort, hein, pas mal. Qui a pu pondre cette horreur-là, cette espèce de truc absolument insupportable. D'ailleurs, j'ai mis très peu de secondes, j'ai eu pitié de vous. Alors, le disque dont est extrait ce morceau qui s'appelle Price of Freedom, le prix de la liberté, c'est un groupe de métal qui s'appelle Nuclear Assault. Alors, Nuclear Assault, à la base, ce sont des gens plutôt sympathiques qui font de la musique rapide, violente. Bon, voilà, on leur demande pas de faire des symphonies, des machins comme ça. Ceci dit, quand on a l'outrecuidance de faire croire qu'on sait chanter, et surtout dans les aigus, il faut quand même essayer de savoir chanter juste. Moi, j'ai jamais entendu dans un disque de métal un mec chanter aussi mal de ma vie. C'est-à-dire que le type, il croit lui-même qu'il sait chanter, il part dans des notes que dans ses rêves il pourra jamais atteindre, et le problème c'est qu'il tombe à côté de toutes les notes, quoi. Il est faux. Je veux dire, pourtant, putain, quand tu vas en studio, t'as quand même moyen de réguler, d'entendre quand c'est faux, d'arranger, de refaire des prises. Non, non, le mec, les autres ils sont là derrière, vas-y, chante, chante. Et il bourrine comme des ânes, et lui il hurle comme un je ne sais pas quoi, et il est faux. Alors, soit c'est lui qui paye le groupe, et on l'a obligé, enfin, on l'a laissé chanter ce qu'il voulait dessus, soit il y a vraiment un problème d'audition sérieux chez Nuclear Assault, ce qui serait pas très étonnant vu le volume auquel il joue. Bref, là, on peut appeler ça un achat raté. En plus, je l'ai payé au prix fort ce disque-là. Et franchement, je l'ai jamais, je crois, écouté en entier. La voix est insupportable. Et la moindre des choses quand on fait un disque, c'est de savoir jouer de la musique, quoi. Voilà, ça commence bien. Alors là, c'est un autre type de mauvaise surprise. C'est-à-dire qu'en général, on achète un disque, on se fie un petit peu au nom de l'artiste. Et puis bon, il faut bien se rappeler qu'à l'époque, on achetait du vinyle, il n'y avait pas Internet et tout ça, donc on ne savait pas trop sur quoi on allait tomber quand on achetait un disque. Euh, Quand on se fie au nom de Queen, par exemple, on restait sur l'idée de Don't Stop Me Now, Bohemian Rhapsody, pardon, on fait des tas de chansons rock et tout ça super bien foutu. Donc moi, comme un crétin, je me suis acheté l'album ici, Hot Space. Hot Space, le problème c'est que toute la première face, on va dire à l'ancienne, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 chansons, sont des chansons aussi pourries que celles dont j'ai mis l'extrait. C'est une espèce de chanson dansante, disco, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais ces 5 chansons, mais vraiment mais pitoyables, aussi nulles les unes que les autres. Et ce qui est assez curieux, c'est que sur la face 2, on va dire, donc sur la fin de l'album, on change complètement de style. Il y a même une chanson en hommage à John Lennon qui est plutôt bien foutue. Il y a une chanson avec de la guitare qui est sympa. Il y a Under Pressure, le fameux tube. Donc il y a trois bonnes chansons. Mais pour trois bonnes chansons, il faut se taper tout un tas de merde insupportable qu'il y a avant. Et on dirait voilà, qu'on leur a dit, ben les gars, les trucs dansants c'est à la mode, foutez de la dance sur votre album, quoi, à Queen. Donc ça paraît super bizarre de devoir se taper une telle daube, quoi, pour avoir trois quatre chansons correctes. Ceci dit, bon, vu la gueule de la pochette, voilà, j'aurais pu me douter qu'il y avait un coup fou. Et donc voilà, là aussi, faute de goût terrible. Voilà. Voilà quelque chose de moche, de bruyant, de pas beau, hein. Ça me calme ça de suite. Alors là, on est dans un cas extrêmement particulier.
Il s'agit du groupe Manowar, qui est connu pour pas être le groupe le plus fin, disons, de la galaxie, mais qui est quand même composé de mecs qui sont, on va dire, des virtuoses, chacun à leur instrument, basse, guitare, batterie et chant, qui sont dans un symbolisme guerrier, enfin voilà, c'est enfin, une espèce d'auto-glorification d'eux-mêmes, quoi. Ils sont très voilà, prétentieux, etc. Mais ils produisent quand même des chansons de qualité dans un style vraiment à eux, quoi. Le souci sur cet album The Triumph of Steel, c'est qu'ils ont voulu foutre une chanson qui dure juste 28 minutes. Et ils l'ont mise en premier dans l'album. Alors, la chanson elle-même, c'est pas la meilleure qu'ils aient faite, loin de là, évidemment. Elle est découpée en plein de petits morceaux, et à l'intérieur de ces morceaux, il y a des solos. Alors, des solos que tu en fasses sur scène. Je peux comprendre, les mecs dans l'ambiance, machin, un solo, ça passe, mais purée, quel est l'intérêt de se taper en plein milieu d'une chanson un solo de batterie qui dure des minutes, et cette espèce de chose que vous avez entendu avant, là, c'est un solo de basse. Merde, sans déconner. Je veux dire, on sait que le type il joue enfin, bien, il joue vite, il joue, voilà, c'est un virtuose, machin, mais ce truc qu'il joue, ça ressemble à que dalle, quoi. Et puis tu te tapes ça pendant 2 3 minutes avec cette espèce de son saturé, comme ça. Putain, mais sérieux, c'est bon, quoi. Je veux dire, ça va, on sait que tu sais jouer, c'est pas la peine de nous faire chier. Je veux dire, fais le malin sur scène devant les nanas si ça t'amuse, mais putain, moi j'ai pas envie de me taper 3 minutes de bourdonnement dans les oreilles comme ça. Et le pire, c'est qu'après, il y a des super chansons à la suite, c'est comme dans le truc de Queen d'avant, quoi. Une fois enlevé ces 28 minutes juste insupportables, il y a quand même un paquet de chouettes chansons. Donc là, ben, disons que c'est un demi-mauvais achat, mais bon, je m'en serais bien passé. Et puis j'avoue que jamais plus, je pense que je serais capable d'écouter 28 minutes comme ça à la suite. C'est trop. Too much. Trop de manoir, tue le manoir. Oh oui, je le sens bien, votre regard moqueur. Oh oui, qu'est-ce qu'il a... Comment a-t-il réussi à acheter une merde pareille? Oui, oui, j'ai pu le faire. Le problème, c'est que je me suis fait coincer encore une fois par le nom de l'interprète qui a été associé à un projet tout à fait insupportable. Alors, c'est là, en l'occurrence, il s'agit de Roger Waters, qui est quand même le gars qui a écrit The Wall de Pink Floyd, donc c'est pas la première quiche venue. Dans le début des années 70, il s'est associé à un certain Ron Gazin ou Gazin pour créer un documentaire sur le corps humain. Déjà, ok. Et il en a été tiré un album original qui d'une je vous laisse apprécier la beauté, parce qu'elle est magnifique cette pochette. Regardez. C'est beau, hein. Voilà, voilà, c'est très très joli. Disque donc qui ne s'est vendu, je pars. Je pense que parce qu'il y avait le nom de Roger Waters dessus. Alors, pour être quand même sincère, il y a quelques petites mélodies, guitare acoustique, voix qui se laissent gentiment écouter. Il y a aussi, oh merveille, où c'est que je l'ai vu, Give Birth to a Smile, qui est le tout dernier morceau du disque, où il y a les autres Pink Floyd qui apparaissent sur le morceau, mais c'est vraiment un morceau de catégorie B hein, pour le Pink Floyd. Et donc voilà, c'est tout un ensemble de bruits. Alors il y a des bruits tirés du corps humain, il y a des respirations, des tapotements de mains, il y a même des P, des flatulences. Je veux dire, voilà, ouais, c'est cool quoi. Et ça, je suppose que j'ai dû payer ça en plus une fortune en pensant, ouais, c'est un album super rare de Roger Waters. Ouais, ben voilà, tu l'as là, tiens, l'album de Roger Waters. C'est du caca, c'est pas bon du tout. Ah ah, alors c'est pas enivrant ça comme musique. Avec ce violon là, ça donne pas envie de danser là. On met la chemise à carreaux, le chapeau de cow-boy, c'est parti. Pas beau la vie. Si vous saviez à quel point je hais cette musique, en plus c'est quand même terrifiant. Alors là, il s'agit d'un cas extrêmement particulier. Il s'agit de Neil Young. C'est quand même Neil Young, c'est pas un premier venu. Le type, il a fait des albums monumentaux comme Harvest, comme Come the Time, comme voilà des tas de trucs super bien. Neil Young s'est retrouvé coincé sur une. Voilà, je vous montre quand même l'album qui s'appelle Old Ways. S'est retrouvé coincé sur une maison de disques qui s'appelle Geffen Records, sur laquelle il avait un contrat pour un certain nombre de disques, et on va dire qu'il a gentiment bâclé son contrat, c'est-à-dire que cet album-là, ça a été carrément torché, quoi. Il a pris 3 musiciens et demi de country, il a écrit des chansons à la va-vite, on sent bien sur le disque qu'il en a rien à foutre, et franchement, c'est des chansons que tu oublies à la seconde, et franchement, c'est surtout de la country à l'ancienne insupportable, quoi. Donc,
échappez-vous, quoi. Échappez-vous. Moi, je peux pas. Je peux pas. Bon. Il est temps d'affronter mes démons. Il est temps d'assumer ces achats pitoyables. Peut-être que certains d'entre vous ont reconnu la voix, devrais-je dire, les bêlements de Yoko Ono, car c'est d'elle dont il s'agit. Sur scène, avec je ne sais combien de musiciens, avec un brouhaha pas possible, avec bon, voilà, du bruit. Tout ça, ça a été créé dans le cadre d'un album de John Lennon, qui est pourtant esthétiquement, franchement, hein, voilà, c'est joli, ça a de l'allure, et pourtant ça vaut rien enfin, ça vaut rien du tout. Il n'y a pas grand chose à en tirer. Pourquoi? Il y a 33 tours, comme on disait à l'époque, il y a deux disques distincts là-dessus. Le premier disque, c'est un ramassif, c'est une collection de chansons, toutes plus engagées politiquement les unes que les autres. Il faut savoir qu'à l'époque, d'ailleurs ça me fait rire, parce que quelqu'un qui voulait me donner des leçons de musique récemment m'a dit que le Lennon était un pacifiste. Tout ça parce qu'il a écrit Give Peace a Chance, mais il faut savoir entre autres qu'il a épousé à l'époque toutes les causes possibles et inimaginables. Le féminisme, l'extrême gauche américaine, le combat des Irlandais contre les Anglais. Je veux dire que Lennon, c'était quand même quelqu'un qui s'est engagé dans des tas de trucs plus ou moins inconsciemment. On s'est servi de son image. Là, ce disque-là, c'est carrément un requiem, enfin, ça veut pas dire requiem, un truc politique, quoi. C'est carrément un engagement politique très fort avec des chansons pas géniales déjà au niveau de la musique, mais alors avec des textes qui sont carrément des tracts d'extrême gauche, voire autres, quoi. Donc, c'est musicalement, c'est vraiment dommage, quoi, parce que là, il s'est complètement fourvoyé, il s'est complètement perdu. Et le deuxième disque qui est censé rattraper le coup, c'est Lennon et Yoko avec Frank Zappa et tout un tas d'autres personnes sur scène qui font un boucan mais carrément insupportable. Et toujours cette idée de Yoko de faire son bruit par-dessus. Alors Yoko, j'ai rien contre elle, au contraire, j'en ai déjà parlé. Mais quand artistiquement elle vient se mêler du boulot de John en voulant gueuler alors que lui il essaie de s'amuser sur scène avec des potes, elle c'est bellement etc. C'est uniquement à l'époque je pense pour se faire remarquer. Si on veut être un peu cohérent, c'est comme si John Lennon lui venait faire de la peinture ou de la création sur des œuvres de Yoko Ono. Elle aurait jamais toléré. Voilà, donc là elle s'est un petit peu immiscée dans le boulot de John. Et ça, c'est vraiment pas normal, quoi. Je veux dire qu'elle ait fait des disques solo pourris, bon, elle en a fait, c'est son problème. Mais là, le problème, c'est qu'elle venait pour parasiter le boulot de John et ça faisait quelque chose de pas joli. D'où les bâlements, d'où les cris. D'où, quand vous aimez quand vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime John Lennon et vous voulez dire qu'est-ce que je pourrais acheter pour lui faire plaisir, n'achetez surtout pas celui-là. Mais jamais, jamais, jamais. Et je vais encore pire, si ça se trouve. Dommage. Alors là, on se retrouve devant un cas extrêmement intéressant, c'est-à-dire c'est le cas du disque pirate. De nos jours, les disques pirates, bon, on arrive quand même sur Internet à se faire une idée de leur qualité, et encore pas forcément. On peut en trouver par exemple sur Price Minister, Amazon, etc., où on n'a pas la possibilité d'écouter les extraits. On peut se retrouver devant de très mauvaises surprises, un peu comme ce qui m'est arrivé à moi. Le problème à moi, c'est que quand j'ai acheté ce disque, car il s'agit de Metallica, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas reconnu, quand j'ai acheté ce disque pirate de Metallica que j'ai payé, mais alors une fortune, je ne savais pas du tout à quoi je m'engageais quand j'allais sur la voie risquée et périlleuse du disque pirate. Le disque lui-même est joli, voilà, il y a une pochette sympa. Au dos, il y a une fille avec des énormes seins, ce qui est toujours ça de prix, on va dire, en effet. Et ce qui est rigolo, c'est que voilà, les disques pirates à l'époque, on ne connaissait pas. Alors, au lieu d'avoir des sillons avec les morceaux séparés, voilà, ça fait, je sais pas si on voit, ça fait un disque tout uni comme ça, donc ça fait un objet un peu mystérieux. Ouh là là, mon Dieu, je vais découvrir Metallica en concert. Sauf que pour les disques pirates, il existe plusieurs catégories de disques pirates. Il y a ceux qui sont enregistrés directement sur la console de l'ingénieur qui fait le son du concert. Donc on a quand même un retour des instruments, etc. quand même correct. On a un son qui se rapproche un petit peu, même si on n'y est pas, d'un concert ordinaire, hein, à part qu'il n'y a pas de mixage, etc. Mais bon, quand même, on entend que là, sur cette daube que j'ai acheté donc une fortune,
Le mec, on entend distinctement que c'est un mec qui est au milieu du public avec un magnéto, et de temps en temps, il parle à son pote. Alors, t'as vu, c'est bien. Alors, quand il parle à son pote, évidemment, on n'entend plus Metallica, mais ce crétin, voilà, il est content, il a parlé à son pote. Putain, alors déjà que t'as du mal à capter ce qu'ils font, même s'il y a des trucs qui sont pas mal en plus, on entend vaguement Little Wing de notre ami Jimi Hendrix, c'était encore un ami. Il y a des choses qui ont l'air bien, mais le problème c'est que le son est vraiment trop dégueulasse, quoi. Donc méfiez-vous, hein. Croyez-moi, ma vieille expérience, ne tombez pas dans la même bêtise que moi. Quand il y a un disque pirate, essayez vraiment d'avoir des avis de ce disque-là avant de vous lancer, parce que si un disque est pirate, c'est pas pour rien. S'il n'a pas été sorti officiellement par les artistes, c'est pas pour rien non plus. C'est comme les morceaux inédits dont on nous bassine, hein. Si les mecs les gardent en inédit, c'est que pour eux, c'est pas digne d'être sur un album. Donc ça me fait marrer de voir la vague actuelle des disques qui sortent avec oh, 3 inédits. Bah bien sûr, c'est des disques, des morceaux qu'ils avaient foutus de côté tellement ils les trouvaient mauvais. Donc attention de ne pas se laisser embarquer dans cette vague de consommation un petit peu abusive, et surtout faites gaffe alors à ces disques pirates, parce que bon, ça, entendre Metallica comme si t'es au milieu avec eux, tu vas bien machin, non, c'est pas sympa, c'est pas cool. Et nous revoilà en terrain connu, on va dire, parce qu'on va retrouver pour la deuxième fois dans ce top 10 mon idole John Lennon avec ce disque Two Virgin. Alors Two Virgins, donc je vous montre la pochette originale, attention de ne pas choquer les enfants, car oui, John Lennon avait un zizi, regardez. C'est incroyable, voilà. Ce disque Two Virgin, alors il a une histoire qui, bon, est plutôt sympathique en plus. Quand John Lennon et Yoko Ono ont passé leur première nuit ensemble, d'où l'idée Two Virgin, c'est-à-dire que quand ils ont fait l'amour pour la première fois, ils ont dit plus tard, oh là là, c'était tellement merveilleux, c'était comme si on l'avait fait tous les deux la première fois. Bref, le titre vient de là. Avant donc de passer à des choses de cette nature, n'est-ce pas? Ils ont fait de la musique, enfin, ils ont fait de la musique, ils ont fait des enregistrements. Donc ils ont fait tourner des magnétos, des guitares, piano, enfin du bruit, des trucs, et ils ont enregistré tout ça, mais alors là que hein, je pense qu'il n'était pas forcément très clair non plus. Et ils ont décidé de commercialiser donc le produit de cette nuit très particulière pour eux sous la forme d'un album. Alors la démarche elle-même, elle est plutôt sympa, elle est plutôt romantique et tout. Euh, Ça parle de la rencontre de deux âmes sœurs, bon machin. Pour eux, c'était sympa d'avoir un enregistrement. C'est quand comme tu as quelque chose de particulier, un enregistrement, des photos à toi auxquelles tu tiens. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de le partager au grand public? Je veux dire, c'est quelque chose de très quand même personnel. Puis bon, ça n'intéresse que eux, quoi. Eux, ça leur rappelle peut-être des bons souvenirs, mais nous, entendre Yoko qui braille ou John qui dit des mots, qui répète ou qui, voilà, on s'en fout un peu, franchement. Nous, on attend John Lennon, le Beatles, quand même, qui prenne une guitare et qui fasse quelque chose, quoi. Je veux dire, là, c'est chiant, quoi. L'objet, voilà, je l'ai parce qu'il faut que, en tant que fan de Lennon, il faut que j'ai tout ce qu'il a fait. Mais je l'ai écouté une fois dans ma vie, je le réécouterai plus jamais parce que musicalement c'est le degré zéro de l'intérêt, quoi. C'est con à dire, mais c'est ainsi. Il y a encore de l'argent bien mal dépensé. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. Et oui, je sais, rien ne vous sera épargné, même les chansons niaises de cet acabit, c'est consternant. Et j'ai acheté tout ça, attention, j'ai acheté avec mes petits sous. Quand vous allez savoir qui chante cette horreur, enfin cette horreur, vous allez délirer, c'est un truc de fou. J'aurais jamais pensé trouver ça sur un disque d'un mec, voilà. Bref, ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Le chanteur de cette horrible chose, c'est, vous voyez, Gene Simons, bassiste de Kiss. Putain. Kiss, c'est quand même le groupe, alors, c'est quand même le groupe, les maquillages, machin, tout ça, les monstres et tout. Bon, on va replacer ça dans le contexte. En 78, ils ont fait la chanson I Was Made for Loving You, là, super connue. Ils étaient au sommet de leur gloire, et ils ont sorti
des albums solo. Chaque membre de Kiss a sorti des albums solo, chacun, sachant qu'ils n'ont pas non plus tout à fait tous le même talent. Donc évidemment, les gens qui sont crétins comme moi se sont emmerdés à les trouver les quatre. Les quatre, imagine bien qu'il y en a un ou deux qui va coûter une fortune. Donc il y a Peter Criss, qui est un album absolument lamentable. Paul Stanley qui nous fait un album qui ressemble à du Kiss, pas trop mal. Ace Frehley qui s'en sort vraiment le mieux des quatre. Et alors il y a Gene Simmons. Alors Gene Simmons, le truc je comprends pas, c'est censé être quand même le méchant de la bande, on va dire. Sur scène il crachait du sang, il avait sa basse en forme de hache, tout ça, machin. Même là, sur le truc, il fait sa gueule de oh là là, je suis méchant, j'ai même du sang qui coule, t'as vu, alors fais pas le malin. Et putain, il te fait tout ce cirque-là pour pondre quoi? Des chansons de merde, on va dire ça bien comme il faut, et alors finir en apothéose avec When you wish upon a star. Putain, mais arrête quoi. Putain, Gene Simmons, c'est pas bien ce que tu fais. Parce que quelque part, tu brises une légende. Je veux dire, les gens après, quand ils te voient sur scène, ils sont obligés de se foutre de ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? Putain, je suis dégoûté. Dégoûté. There's a lady who showed a cat in the road, and she's buying a new paper nappy. But she sat on the cat, and it said, "You silly toad." C'est moche, hein, ouais, c'est pas beau. C'est laid, c'est mal enregistré, c'est tout pourri. Et c'est vraiment l'arnaque du siècle. C'est vraiment l'arnaque numéro 1 dans laquelle je suis tombé. Mon dieu. Bon, je vais vous parler de ce que c'est quand même, j'en ai un peu honte, mais voilà. L'horreur que vous venez d'entendre, c'est un de mes groupes favoris, c'est Iron Maiden. Iron Maiden en basque, donc comme je l'ai déjà dit précédemment. J'ai acquis, dans ma jeunesse, ce coffret qui s'appelle The King of the Twilight Zone. Regardez bien ça. Alors, sur le papier, ça a l'air génial, hein. Quand tu regardes au dos, il y a l'air d'avoir que des morceaux trop géniaux que tu n'as jamais entendus nulle part. Et arnaque du siècle, je dis bien arnaque du siècle, parce que vous avez peut-être reconnu le bout de morceau pourri là qu'on a écouté, c'était vaguement Stairway to Heaven, la fameuse chanson Stairway to Heaven que je ne chanterai pas ici, qui est vraiment un truc magnifique, mais là, en fait, il s'agit d'un délire en répétition qu'ils ont fait, ça a été enregistré là aussi avec un mec qui avait un magnétophone et tout. Ça doit durer 30 secondes. Quand comme moi, vous êtes un crétin, que vous prenez la liste et que vous voyez un coffret d'inédits, soi-disant d'Iron Maiden, avec en numéro 15 Stairway to Heaven, on espère vaguement, on va savoir pourquoi, parce qu'on est un peu crétin à cet âge-là, qu'on va avoir une version de Stairway to Heaven par Iron Maiden. Donc quand même, on s'attend à un truc fabuleux, quoi. Avec la base de Steve Harris, avec le chant de Bruce Dickinson, les grattes des deux zigotos. Rien que ça, à la limite, ça justifie le prix exorbitant. Enfin, ça justifie pas, parce que c'est totalement démesuré ce que j'ai payé ce truc-là. Mais voilà, ça explique pourquoi on peut être tenté de craquer. Il n'y aurait pas eu ce titre, par exemple, sur la tracklist, hein, j'aurais pas acheté. Et voilà, la merde qu'on se trimballe, c'est-à-dire un délire de 20 secondes en répétition. Et le truand du siècle qui nous met derrière, qu'il y a Stairway to Heaven repris par Iron Maiden. Donc là, c'est franchement, c'est du foutage de gueule au 10e degré, quoi. C'est vraiment immonde. Sachant qu'en plus, quand comme moi, on connaît un petit peu le groupe, quand on écoute tous ces morceaux-là, il n'y a aucun inédit. C'est-à-dire qu'il y a quelques morceaux qui ont été enregistrés sur des cassettes vidéo que moi j'ai, où on voit des concerts en 82, la tournée de, comment ça s'appelait, Seven Son, etc. Donc on voit que ça a été récupéré au niveau son là-dessus. Le son n'est pas terrible. Euh, c'est vraiment pourri, quoi. C'est vraiment une arnaque dégueulasse d'acheter ça. Il faut être crétin comme moi pour acheter un truc pareil. Donc j'ai rendu service, j'espère, à des gens, parce que je viens de retrouver ce truc en vente sur Price Minister pour la somme, tenez-vous bien, de 120 euros. 120 euros pour 3 CD qui se battent en duel dans des boîtes un peu pourraves, avec un coffret en carton pourri, avec bon, quelques photos pas trop mal, moches, mais vraiment, voilà quoi. Franchement, ça me gonfle. Des trucs pareils, ça devrait même pas exister. Qu'on le guillotine, le gars qui a écrit ça, qu'on le guillotine, qu'on le tue. Voilà. Et je suis pas fier d'avoir acheté ça, vraiment pas. Bon, ben voilà, on y est. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment à regarder mes petites aventures musicales, encore une fois, sachant que j'ai une chronique vidéo en préparation, mais je mets beaucoup de temps parce que je suis une grosse feignasse. Je salue tout le monde,
je salue tout le monde, voilà, tout le monde. Allez, à la prochaine, ciao, salut.